au voisinage du trou noir, eh bien, l'étoile épouse naturellement la forme de l'espace étiré, et l'étirement est tel que l'étoile est aplatie violemment en quelques fractions de seconde sous forme d'une crêpe, et à partir de là, c'est une crêpe flambée, car effectivement, l'étoile explose. Et puis après, les débris de l'étoile peuvent effectivement alimenter le trou noir pour libérer beaucoup d'énergie. Et puis, un autre aspect qui m'avait profondément intéressé, en fait, c'était la première question que je m'étais posée à propos des trous noirs. Objet par définition invisible, c'était la visualisation des trous noirs. Alors, non pas solitaires, puisqu'on ne les voit pas, mais donc entourés d'un disque de gaz mince. Et ceci, donc, est une image qui est le résultat d'une simulation numérique que j'avais effectuée il y a maintenant une vingtaine d'années à l'Observatoire de Meudon, qui montre en fait un disque de gaz autour de l'œil noir central, c'est le trou noir lui-même. Tout ce paysage-là, éclairé de différentes façons, c'est le dessus du disque de gaz brillant, et le halo faible qui entoure le trou noir lui-même, c'est l'autre côté du disque, car les distorsions de l'espace sont tellement grandes au voisinage du trou noir que les rayons lumineux épousent des trajectoires courbes pour nous parvenir, et on peut voir à la fois le dessus et simultanément le dessous du disque d'accrétion. Alors en fait, la plus belle légende que l'on puisse trouver pour expliquer cette image obtenue par des calculs informatiques ardus, je l'ai trouvée plus tard dans un poème de 1854 de Gérard de Nerval qui s'appelle « Les chimères » et qui dit, en cherchant l'œil de Dieu, « Je n'ai vu qu'une orbite vaste, noire et sans fond, d'où la nuit qui l'habite rayonne sur le monde et s'épaissit toujours. Un arc-en-ciel étrange entoure ce puits sombre, seuil de l'ancien chaos dont le néant est l'ombre, spirale engloutissant les mondes et les jours. » Merci pour Nerval, qui est un poète que j'aime beaucoup. Alors, physique des trous noirs. Alors, c'est là vraiment que les trous noirs prennent toute leur ampleur, parce que les trous noirs, c'est fascinant, parce qu'ils déforment l'espace et le temps dans leur voisinage, et puis on va aussi se poser la question de ce qui se passe à l'intérieur des trous noirs. Alors, commençons d'abord par l'extérieur. Eh bien, le trou noir, comme tous les objets, il tourne sur eux-mêmes. Et un trou noir qui tourne dans l'océan de l'espace-temps, eh bien, c'est un tourbillon, c'est un maelstrom, qui va entraîner l'espace-temps lui-même dans sa rotation. Donc, cette image-là, rapide, vous voyez, c'est l'extrapolation là, de mon tissu élastique, simplement il est percé par le trou noir, mais en plus le trou noir tourne sur lui-même, et le fait de tourner sur lui-même, il va entraîner l'espace-temps dans sa rotation, et donc il y aura des zones particulières où tout vaisseau spatial, par exemple, qui s'approche, sera inéluctablement entraîné dans le tourbillon du trou noir jusqu'à ce qu'il parvienne à une zone critique qui va représenter la frontière même du trou noir, et là l'entraînement sera si fort que le vaisseau spatial va nécessairement tomber au fond du vortex spatio-temporel, exactement comme dans un maelstrom marin. Et vous avez une très belle nouvelle d'Edgar Allan Poe qui s'appelle « Une descente dans le maelstrom » qui décrit assez bien ce sort inéluctable, cette capture inéluctable de la matière entraînée dans un tourbillon. Alors, ça illustre un petit peu la déformation de l'espace et l'étirement de l'espace au voisinage d'un trou noir, mais en relativité, on couple toujours l'espace et le temps. Il y a donc aussi une déformation du temps. Alors, petite expérience, il y a deux frères, Jean et Pierre, qui sont des explorateurs intrépides. Ils repèrent un trou noir dans un vaisseau spatial, et puis il y a Jean qui décide de prendre un module, de se détacher du vaisseau principal et de plonger dans le trou noir. Et Pierre reste tranquillement dans une orbite circulaire autour du trou noir pour observer la scène sur son écran de télévision. Parce que Jean, le voyageur intrépide, va se filmer avec sa caméra et va transmettre les images à mesure qu'il s'approche du trou noir. Donc voici les deux films qui se passent. Alors ça, c'est l'explorateur intrépide, c'est Jean, qui décide donc de plonger dans le trou noir. Il branche son chronomètre, et voici les images qu'il transmet. Alors, à un moment, il traverse la frontière du trou noir, il ne se rend compte de rien, et puis donc il poursuit son voyage. Alors vous voyez, il a esquissé un salut pour dire un dernier au revoir à l'humanité, parce qu'il sait qu'il ne reviendra pas. Mais enfin, donc, il franchit la surface du trou noir, il ne se rend compte de rien, il est un petit peu tiraillé par les pieds, parce que c'est vrai qu'il y a des forces de marée qui ont tendance à les tirer comme un spaghetti. Mais enfin bon, si le trou noir est suffisamment gros, il ne s'en rend pas compte tout de suite. Donc il franchit le trou noir, sans encombre. Parce que j'aurais peut-être dû vous dire qu'un trou noir n'a pas de surface dure, contrairement aux étoiles à neutrons ou aux naines blanches, puisque c'est un puits. Et donc, simplement, le frontière du trou noir, c'est le bord d'un puits. Le bord d'un puits, on peut toujours l'enjamber, malheureusement. Bien. Alors maintenant, le deuxième film, c'est exactement la même scène, mais vue de loin, c'est-à-dire vue par Pierre. Alors au début, les films sont identiques, et puis à mesure que le film se déroule, le temps se gèle.
le temps ralentit, le temps apparent, parce que ce n'est pas le vrai temps de Jean, c'est le temps vu de loin. Eh bien, le temps apparent se ralentit, et il se ralentit même indéfiniment, si bien que Pierre ne verra jamais Jean, même atteindre la surface du trou noir. A fortiori, il ne verra jamais ce qu'il y a au-delà de la surface du trou noir. C'est un aspect spectaculaire de la déformation également et de l'élasticité du temps au voisinage des trous noirs. Alors, la théorie des trous noirs s'est beaucoup développée dans les années 60-70, et notamment un théorème capital sur la théorie des trous noirs a été énoncé et démontré sur une échelle de 20 ans, et il se formule de la façon suivante: un trou noir n'a pas de poils. Alors ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie que, quelle que soit la nature, la quantité de matière qui tombe à l'intérieur d'un trou noir, eh bien, le trou noir fait disparaître toutes les propriétés de la matière, par exemple la couleur, la forme, la constitution précise de la matière, le fait qu'il s'agit de particules, d'ondes, etc., pour ne retenir seulement que 3 caractéristiques, les plus banales et les plus simples qui soient, qui sont la masse, le moment angulaire, la façon de tourner, si vous voulez, et puis la charge électrique. Et le trou noir nettoie tout le reste, les poils, justement. Voilà. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que du coup, le trou noir, c'est franchement l'objet le plus simple de la physique. Hein, ça semble compliqué, mais en fait, c'est le plus simple de la physique, parce que c'est le seul objet qui est entièrement déterminé par la donnée seulement de 3 paramètres. Et donc, il existe des solutions exactes de la théorie de la relativité générale qui décrivent exactement la structure de l'espace-temps engendrée par un trou noir. La théorie des trous noirs a connu un rebondissement intéressant au début des années 80, lorsque Stephen Hawking a découvert, par hasard, je dois dire, que les trous noirs microscopiques, car il peut exister aussi, au moins sur le papier, des trous noirs microscopiques, c'est-à-dire aussi petits qu'une particule élémentaire, et dont la masse est de l'ordre de la masse d'une montagne, si vous voulez, eh bien ces trous noirs microscopiques sont régis plutôt par la physique quantique, et plus seulement par la physique gravitationnelle, et ces trous noirs se comportent à l'inverse des gros trous noirs. Au lieu de grossir inéluctablement en avalant de la matière, ils s'évaporent car ils sont fondamentalement instables. C'est le processus d'évaporation quantique des trous noirs qui suscite encore beaucoup d'interrogations. On ne sait absolument pas si les micro-trous noirs existent dans l'univers. Très probablement, ils n'existent pas. Donc c'est un objet théorique, mais dont l'étude en soi est extrêmement intéressante, car elle permet quelque part de commencer à tisser des liens entre les théories de la gravité et les théories de la physique quantique, qui sont justement l'un des enjeux de l'unification dont je vous parlais tout au début. Et actuellement, il y a certains modèles qui se développent, qui tendent à suggérer que lorsque le trou noir s'évapore, qu'est-ce qui reste dans l'évaporation? Est-ce qu'il reste un infini de courbure ou quelque chose de bizarre? Non, selon certaines théories, il reste un objet intéressant, qui est peut-être l'entité ultime de l'espace et du temps, qui s'appelle une supercorde. Alors maintenant, plongeons à l'intérieur du trou noir. Alors de 2 choses l'une. Hein. Vous avez donc un corps massif, très massif. Alors de 2 choses l'une, soit le tissu, il est pincé, il a un nœud, une courbure infinie, et donc l'espace-temps est bloqué au fond du trou noir, et donc toute la matière qui tombe dans le trou noir se rassemble, se tasse indéfiniment dans ce nœud de l'espace-temps qu'on appelle une singularité, soit, et là où c'est formidable, c'est que c'est suggéré par certaines solutions mathématiques des équations de la relativité, soit en fait le fond du trou noir n'est pas bouché, il débouche sur un tunnel d'espace-temps que l'on appelle un trou de verre. Voilà, peut-être que le fond d'un trou noir n'est pas bouché, et il relie en fait 2 régions différentes de l'espace-temps, 2 régions de l'univers. L'une serait un trou noir, l'autre serait une sorte d'anti-trou noir, qu'on appelle un trou blanc, ou mieux une fontaine blanche, qui serait reliée donc par une structure à topologie bizarre, qui ressemble à une poignée d'espace-temps, qui s'appelle un trou de verre. Alors, ça a fasciné beaucoup, non seulement les mathématiciens, mais aussi évidemment les écrivains de science-fiction, parce que ces trous de verre apparemment permettraient des sortes de raccourcis d'espace-temps, c'est-à-dire que si l'on pouvait emprunter ces entités, sans jamais dépasser la vitesse de la lumière, on utiliserait quand même des raccourcis d'espace-temps qui permettraient éventuellement de parcourir en quelques fractions de seconde des millions d'années-lumière séparant le trou noir et la fontaine blanche, et de même de voyager également dans le temps. Alors ce sont des spéculations assez fascinantes. Des développements récents suggèrent que ce type de poignée d'espace-temps ne peut pas se produire dans l'univers réel, c'est-à-dire que si un trou noir se forme réellement par les fondements gravitationnels d'une étoile, le trou de verre, aussitôt formé, il est détruit et il est bouché.
Et donc, jamais aucune particule n'aurait le temps de passer à travers le trou de verre. En revanche, d'autres théories suggèrent que les trous de verre pourraient exister à l'échelle microscopique. Et il se pourrait que la structure ultime, la plus intime de l'espace et du temps, je faisais une analogie tout à l'heure avec la surface d'un océan bouillonnant, eh bien on pourrait imaginer en fait une myriade de trous blancs, trous de verre et trous noirs associés, tout ça, cela à l'échelle microscopique, fluctuant en permanence, et de temps en temps, il y aura toujours une probabilité non nulle pour qu'une particule, un photon, un électron, tout ce que vous voulez, emprunte transitoirement pendant quelques milliardièmes de seconde un trou de verre microscopique pour éventuellement remonter le temps. Il y a des théories très intéressantes là-dessus. Donc, là, voilà, la forme de l'espace commence à devenir un petit peu intéressante. Ce n'est plus la morne plaine euclidienne. Alors maintenant, nous allons passer à l'échelle supérieure, c'est-à-dire la description de la forme de l'univers dans son ensemble, et parler donc de cosmologie. Alors vous avez eu un très bel exposé de cosmologie hier avec mon ami Marc Lachaiseray qui vous a parlé des modèles de Big Bang. Alors donc je résume ici en fait les conclusions de la relativité générale appliquée donc à la description cette fois-ci du tissu universel dans son ensemble, c'est-à-dire le cosmos. Eh bien, à grande échelle, si je peuple mon tissu élastique non plus d'une seule bille, mais d'un grand nombre de billes, vous imaginez, réparties de façon à peu près homogène et uniforme, vous imaginez que la courbure engendrée va elle-même être uniforme, c'est-à-dire elle va être constante dans l'espace. Donc en cosmologie, le problème se simplifie considérablement, en cosmologie relativiste, c'est-à-dire que l'espace à grande échelle, il doit être à courbure constante. Donc c'est pas compliqué, il n'y a que 3 cas. Soit cette courbure constante est positive, soit elle est nulle, soit elle est négative. C'est pour ça qu'il y a en fait 3 grands types de modèles qui ont été découverts donc par Alexander Friedman et Georges Lemaître dans les années 1920-1930, et dont en fait ces modèles ont à la fois un comportement spatial, c'est-à-dire l'espace peut être décrit par un certain type de géométrie, qui est tantôt une géométrie sphérique à courbure positive, tantôt une géométrie euclidienne, ou tantôt une géométrie hyperbolique à courbure négative, mais ils ont aussi, comme je vous le disais, une dynamique, c'est-à-dire un comportement temporel. Et dans les versions les plus simples de ces modèles, où l'on néglige certains facteurs, on a les espaces sphériques qui sont en expansion-contraction. Ce sont des modèles fermés, à la fois fermés dans l'espace, mais également fermés dans le temps. L'univers naît dans un Big Bang, il est en expansion. Au bout de quelques dizaines de milliards d'années, l'expansion s'arrête et l'univers finit par s'effondrer sous son propre poids et se termine dans un Big Crunch. Au contraire, dans les cas euclidiens, qui est extrêmement particulier, et le cas plus général, le cas hyperbolique, l'expansion est perpétuelle, et même en fait, l'expansion pourrait s'accélérer si on rajoute un terme supplémentaire dans les équations qui s'appelle la constante cosmologique, ou encore plus récemment l'énergie du vide. Alors à première vue, on pourrait croire que donc on a une description de la forme de l'espace à grande échelle, hein, et on pourrait croire que l'une des questions de la cosmologie les plus anciennes qui porte sur le caractère fini ou infini de l'espace, eh bien, la relativité générale y répond. Parce qu'il est certain que tout espace de type sphérique, de courbure positive, il est de volume fini. On aurait tendance à croire que les espaces euclidiens ou les espaces hyperboliques sont infinis. Parce qu'effectivement, dans leur version géométrique la plus simple, ils sont infinis. Et c'est là où intervient une autre branche de la géométrie, qui s'appelle la topologie, et qui traite de la forme des espaces, non plus localement, mais globalement. Et la topologie, c'est une information supplémentaire sur la forme des espaces qui n'est pas contenue dans la courbure. Et nous allons voir maintenant, pour conclure, avec donc les modèles d'univers chiffonnés, que l'on peut construire des modèles d'espace cosmique qui, quelle que soit leur courbure, bien peuvent être finis ou infinis, repliés sur eux-mêmes. Alors pourquoi? Quelle est la différence entre courbure et topologie? Je vous le montre tout de suite. Avec ceci, qui est un morceau de plan euclidien. Mon plan euclidien, c'est une surface à 2 dimensions, une fois de plus, pour visualiser. Oui, mais enfin, vous avez quand même reconnu la formule, j'espère. Ça va mieux? Ça, c'est pour les dyslexiques. Voilà. Ça a l'air d'aller. Bon, vous savez que l'espace euclidien, pour mesurer qu'il est euclidien, on fait des expériences de géométrie locale. On trace par exemple un triangle rectangle
Et on applique et on voit si le théorème de Pythagore est valable, hein, le carré de l'hypoténuse, etc. C'est ce qui est écrit en haut. Ou alors, on fait simplement des mesures angulaires, on mesure la somme des angles de triangles, de n'importe quel triangle, hein, pas nécessairement rectangle, et on trouve que cette somme est exactement égale à 180 degrés, et l'on est certain que l'on vit dans un espace de courbure nulle, c'est-à-dire un espace euclidien. Très bien. Est-ce que l'espace euclidien à 2 dimensions, c'est nécessairement le plan? Eh bien non. Je découpe dans le plan une bande à longueur infinie. Voici les bords de ma bande. J'ai des points sur ma bande là, j'ai un point P ici. Eh bien, je vais décréter que ce point P, c'est le même que le point P', sur le côté opposé. Le point Q, c'est le même que le point Q', et ainsi de suite. Je fais cela pour tous les points. Autrement dit, j'identifie les 2 bords de ma bande, je les colle, et j'obtiens une nouvelle surface qui est un cylindre. À la surface du cylindre, le théorème de Pythagore est toujours valable. Le cylindre est donc une surface euclidienne de courbure strictement nulle. Alors vous allez me dire, mais monsieur, le cylindre est courbé, parce que... Mais ça ne marche pas ça. C'est une courbure extrinsèque qui n'a rien à voir avec la surface elle-même. Il est courbé simplement parce que j'ai utilisé un espace fictif, qui est notre espace de visualisation, pour vous montrer le cylindre. Mais le cylindre, il n'a pas besoin d'un espace extérieur pour exister en tant que cylindre. Bon, le cylindre, il existe en tant que cylindre et il est parfaitement plat. En revanche, donc sa métrique, la façon de mesurer les distances, c'est la même chose que le plan euclidien. En revanche, il a quelque chose de fondamentalement changé par rapport au plan. Si vous circulez dans le cylindre dans ce sens-là, vous revenez à votre point de départ. Ça veut dire que au moins dans une direction, le cylindre, il est fini. Ce qui n'est pas du tout le cas du plan. J'ai donc changé de topologie. J'ai changé une propriété globale de l'espace en faisant un découpage et un recollage. Alors je peux même aller plus loin. Maintenant, je coupe mon cylindre, clac, clac, et j'identifie les 2 cercles. Je fais une opération, je transforme ma surface en quelque chose qui ressemble à une chambre à air, et qu'en mathématiques, on appelle un tore. Mais lorsque je fais cette opération d'identification, je crée un tore qui n'a pas de courbure, un tore plat. Donc j'aurais pu vous sortir un anneau, mais je le sors pour vous montrer à quoi ressemble un peu le tore, une surface avec un trou, mais j'aurais un peu triché parce que l'anneau réel, plongé dans notre espace, il a de la courbure. Tandis que le vrai tore plat construit par collage des bords opposés d'un rectangle, il est fondamentalement plat, il est euclidien. Vous voyez la surface de ce tore, vous faites toutes les mesures de géométrie possibles et imaginables, vous êtes dans un espace euclidien. Et cette fois-ci, le tore est entièrement fermé dans toutes ses directions. C'est une surface parfaitement finie. D'ailleurs, vous le voyez là. Vous voyez, j'ai mon carré, je coupe, j'identifie les points. Je fais d'abord un cylindre, je recoupe, j'identifie, et j'ai cette surface, voilà, qui est en fait fondamentalement plate. Alors maintenant, ben voilà, j'ai mis 2 galaxies. Par exemple, la nôtre, la Voie lactée, dans laquelle nous sommes pour faire des observations, et une galaxie lointaine en jaune. Eh bien, dans le plan, j'observe cette galaxie extérieure dans une direction donnée, à une distance précise, mais dès que je fais des collages et des recollages, que je crée de nouvelles topologies, eh bien en fait, je vais avoir une démultiplication des trajets des rayons lumineux, c'est-à-dire des droites, en fait, qui relient les 2 galaxies. Parce que non seulement je vais avoir ce trajet-là, qui va me donner une image directe, mais je vais avoir, par exemple, un rayon lumineux qui va partir par là, et puis qui va continuer ici. C'est en fait le rayon lumineux, vous voyez, qui fait un tour, comme ceci, hop là. Et ainsi de suite. Tous les rayons lumineux qui vont faire différents tours, à la fois du grand cercle et du petit cercle, vont être des droites de mon tore, et vont donc me donner des images multiples de la galaxie. Donc si je vis dans un espace, dans une surface torique, qu'est-ce que je vois? Eh bien je vois ça. C'est-à-dire un espace apparemment très très grand, voire infini, et qui est constitué en fait de la juxtaposition d'une cellule fondamentale, la même, et donc j'ai une mosaïque qui se répète avec une infinité d'images pour toutes les galaxies, des sortes donc d'images fantômes. Alors c'est cela un petit peu cette idée appliquée aux espaces tridimensionnels, quelle que soit leur courbure, des choses beaucoup plus compliquées évidemment que des tores, qui a engendré les modèles, j'ai appelé donc les modèles d'espace chiffonnés, qui peuvent parfaitement être utilisés pour décrire l'architecture invisible de l'espace à très très grande échelle. Alors je vous montre par exemple une vue d'artiste assez intéressante, qui montre un espace chiffonné hyperbolique. C'est-à-dire c'est un espace qui est localement hyperbolique,
qui est parfaitement fermé sur lui-même, et si on vit à l'intérieur de cet espace, on a l'impression de vivre dans un espace déplié, un petit peu comme un cristal hyperbolique, c'est-à-dire un cristal dont la cellule fondamentale serait cette belle figure-là qui s'appelle un polyèdre régulier, qui est en fait le dodécaèdre que vous voyez là. Ça, c'est l'espace réel. À l'intérieur, vous avez les galaxies, les amas de galaxies réelles, et puis en fait, par le jeu de l'illusion d'optique, c'est-à-dire la démultiplication des trajets des rayons lumineux, on a l'impression de voir le cristal se déployer, et donc de voir un espace extraordinairement plus grand, un espace des apparences plus grand que l'espace réel. Alors, on crée, avec les univers chiffonnés, une sorte de mirage, qu'on va appeler un mirage topologique, puisqu'il va démultiplier les images des sources réelles. Alors, ça ressemble un petit peu à des mirages déjà bien connus et bien répertoriés, qui s'appellent les mirages gravitationnels. Vous savez que donc la courbure de l'espace au voisinage de corps massifs qui se trouvent sur la ligne de visée d'un objet plus lointain situé juste à l'arrière-plan, bien, donc la courbure démultiplie les trajets des rayons lumineux et on voit donc des images fantômes dans la direction du corps massif intermédiaire qui joue un petit peu le rôle d'une lentille gravitationnelle. Alors là, vous voyez par exemple un exemple de mirage gravitationnel pris donc par le télescope spatial Hubble. Les 4 pétales du trèfle sont les 4 images d'une seule et unique galaxie qui est en fait un quasar extrêmement lointain qui est situé à l'arrière-plan de cet objet central qui lui est une galaxie spirale beaucoup plus proche. Et la galaxie spirale déforme dans son voisinage l'espace et le temps, démultiplie les trajets des rayons lumineux qui viennent de l'arrière et nous donne donc ce mirage gravitationnel. Mais vous voyez que le mirage gravitationnel, ça a à voir avec la courbure locale de l'espace. Si mon tissu élastique, je ne sais plus où il est mon tissu élastique, il est là, voilà. Si mon tissu élastique, je suis là, je regarde un objet lointain, j'ai sur la ligne de visée un corps massif, forcément les images fantômes, elles sont regroupées dans la direction de ma lentille gravitationnelle. Maintenant, ce dont je vous parle, c'est un mirage topologique. Ce n'est pas un corps particulier qui va déformer l'espace. C'est l'espace lui-même qui joue le rôle de sa propre loupe, de sa propre lentille. Donc, vous imaginez très bien que les images fantômes, les images multiples, engendrées par un mirage topologique, sont réparties dans toutes les directions du ciel, dans toutes les directions de l'espace, et également dans les directions du temps, c'est-à-dire dans les directions du passé. C'est-à-dire que l'ensemble des images topologiques ou des images fantômes, pour être plus spectaculaire, d'une source donnée. Elles sont distribuées sur toute la voûte céleste, mais également elles sont distribuées dans toutes les tranches du temps. C'est comme si on avait un gigantesque album géographique historique de l'univers, nous permettant non seulement de voir les objets sous toutes leurs orientations possibles, mais également à toutes leurs phases, leurs stades d'évolution possibles. Alors justement, ce mirage topologique, ça pose la question, si l'architecture secrète de l'espace est de cette nature, et ça c'est décrit très précisément par des modèles mathématiques, par exemple donc, ça s'appelle l'espace de Seifert-Weber, qui est un espace donc, à courbure constante négative mais fermée, eh bien, quand on regarde une région du ciel avec le télescope spatial où l'on voit des myriades de galaxies, on peut réellement se poser la question si l'architecture secrète c'est ça, si parmi donc ces milliers de galaxies, il n'y a pas justement un effet de mirage topologique, c'est-à-dire que certaines de ces galaxies ne sont que des reflets, ne sont que des images fantômes de galaxies plus proches. Alors ces idées peuvent paraître étranges et elles sont apparues relativement tard sur la scène cosmologique, ce qui est un petit peu étrange, car en fait, beaucoup de cosmologistes en fait ne considéraient que l'aspect courbure et ignoraient beaucoup de l'aspect topologique. Et en fait, les développements mathématiques sur la classification topologique des espaces s'est fait tout au long du XXe siècle, et particulièrement pour les espaces hyperboliques, ça s'est développé au cours des 10 dernières années. Donc effectivement, ce genre d'information n'a pas été rendu disponible très tôt. Alors on aimerait bien savoir, enfin moi en tout cas, si l'espace est chiffonné, c'est-à-dire comment le détecter dans le ciel, parce que là pour l'instant c'est des jolis modèles, des jolies théories qui font peut-être un peu rêver, mais on aime évidemment se confronter à la réalité. Alors pour tester la topologie de l'univers, eh bien on va essayer de voir s'il y a par exemple des objets ou des structures qui se répètent, s'il y a des schémas qui se répètent, par exemple. Et donc, on a développé des méthodes d'analyse statistique de tous les objets appartenant à l'espace observé, l'espace des apparences, et essayer de voir si cet espace des apparences ne se comporte pas comme un cristal. Donc, on a appelé ça la cristallographie cosmique, qui essaie donc tente de repérer des répétitions de structures dans la distribution des objets lointains. Et puis, la deuxième source d'information de première main que l'on a sur le cosmos, c'est
le rayonnement fossile, dont Marc a dû vous parler hier, c'est-à-dire qu'en observant les fluctuations de température très fines du vestige refroidi du Big Bang, ici vous voyez les fluctuations de température dans toutes les directions du ciel, si l'espace est chiffonné, on doit trouver des corrélations particulières dans certaines zones du ciel, des corrélations de température qui prendraient l'aspect en fait de paires de cercles. On appelle ça la méthode des paires de cercles corrélés. Ici, vous avez l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Vous avez des paires de cercles corrélés. Par exemple, celui-là est corrélé avec celui-là. Et le long de ce cercle-là, la fluctuation de température, la variation infinitésimale de température est exactement les mêmes le long de ces deux cercles. Ce serait un indice d'une topologie chiffonnée de l'univers. Ce genre de projets expérimentaux, c'est en cours, à la fois la cristallographie cosmique et la détection de paires de cercles dans le ciel, mais pour l'instant, les observations ne sont pas assez fines pour tirer une conclusion, et dans quelques années, on aura à la fois des sondages du ciel suffisamment profonds, et d'autre part, des observations du fond diffus cosmologique suffisamment fines grâce à l'envoi de 2 satellites, un américain, MAP, lancé l'année prochaine, et un européen, Planck, lancé dans quelques années, qui donneront donc des informations suffisamment précises sur le fond diffus pour tester cette hypothèse d'univers chiffonné. Pour terminer, je citerai encore une fois un écrivain, un poète, l'Argentin Jorge Luis Borges, qui dans sa superbe nouvelle « La bibliothèque de Babel », que vous avez sans doute lue, nous rappelle la chose suivante. L'univers, que d'autres appellent la bibliothèque, se compose d'un nombre indéfini, et peut-être infini, de galeries hexagonales, avec au centre de vastes puits d'aération, bordés par des balustrades très basses. De chacun des hexagones, on aperçoit les étages inférieurs et supérieurs. Interminablement. La distribution des galeries est invariable. Dans le couloir, il y a une glace qui double fidèlement les apparences. Les hommes en tirent conclusion que la bibliothèque n'est pas infinie, car si elle l'était réellement, à quoi bon cette duplication illusoire ? Merci.